Merci, Monsieur d'Oliveira. Je vous remercie de votre introduction et là, je vais prendre la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le contexte de la guerre de 1870, il faut reconnaître l'intérêt particulier du traité de commerce de la France avec l'Union douanière allemande. Était-ce vraiment une erreur stratégique qu'on peut peut-être même qualifier de prélude à Salova, ou plutôt un succès de la politique impériale, une sorte de Villa Franca économique? Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails trop techniques du tarif, mais vous verrez que la réponse sera aussi complexe que ma question initiale. Au début des années 1860, le Second Empire change de cap et se tourne résolument vers le principe de libre-échange. Après l'accord conclu avec le Royaume-Uni le 23 janvier 1860, la France enchaîne jusqu'en 1866 la signature de traités de commerce avec la plupart des pays en Europe, notamment avec la Belgique, le Royaume d'Italie, les Pays-Bas, la Suède, Norvège, la Suisse et finalement même avec l'Empire autrichien. Or, l'Allemagne fait figure d'exception dans ce contexte. Rappelons que l'unification allemande verra le jour seulement 11 ans après la signature du traité franco-britannique en janvier 1871, dans le feu et le sang de la guerre meurtrière de la Prusse et de ses alliés allemands contre l'Empire français. Du côté allemand, la France n'a donc affaire en 1860 qu'à une multitude d'États allemands. Depuis le congrès de Vienne, la Confédération germanique se compose. Là, j'ai aussi préparé quelque chose pour vous, parce que je pense que vous n'êtes pas tous familiers de la situation géographique ou de la Confédération germanique à cette époque-là. Donc, ça peut toujours servir ce genre de carte à l'appui. Voilà. Donc, comme je disais, du côté allemand, la France n'a donc affaire en 1860 qu'à une multitude d'États allemands. Depuis le congrès de Vienne, la Confédération germanique, que vous voyez derrière moi, se compose de 39 États souverains dont la partie germanophone de l'Empire autrichien et le Royaume de Prusse sont les membres les plus puissants. Donc vous voyez ici donc, la partie germanophone de l'Empire autrichien et bien sûr la Prusse avec la partie orientale et occidentale sur le Rhin. En conséquence, les négociations d'un traité de commerce avec la France du Second Empire doivent avoir un impact considérable sur l'édifice de la Confédération germanique, mais Napoléon III a-t-il vraiment conscience de cet enjeu ? Quels sont les intérêts économiques, mais aussi politiques des deux parties? Qui a pris l'initiative et quels sont les acteurs principaux de ce coup diplomatique? C'est le gouvernement prussien qui fait le premier pas le lendemain de la signature du traité avec Londres, en janvier 1860. En plein essor industriel depuis presque 30 ans, forte de sa supériorité économique parmi les États allemands, la Prusse craint d'être désavantagée sur le marché occidental par la nouvelle union commerciale franco-britannique. Mais le gouvernement prussien veut également saisir la chance de se débarrasser d'un rival mal aimé, l'Empire autrichien. Les deux pays se disputent depuis le temps de Frédéric II la direction des affaires allemandes. Si l'Autriche domine encore la Confédération germanique sur le plan politique à la diète de Francfort, la Prusse construit inlassablement sa suprématie économique au sein de cette même confédération. S'appropriant les nouvelles technologies anglaises, elle a créé en 1833 une première union douanière avec le grand-duché de Hesse-Darmstadt, que vous voyez à peu près, c'est la partie marron beige ici. Jusqu'en 1854, cette union fait disparaître toutes les autres unions douanières entre les États allemands, s'accroît de presque la totalité des États de la tiers-Allemagne, mais en exclut sagement l'Empire autrichien, afin de ne pas mettre en jeu sa domination de cette union économique. Depuis la révolution avortée de 1848, qui a mis fin au projet d'unification libérale de l'Allemagne, la Prusse cherche par tous les moyens à s'imposer. Ainsi, en 1853, l'Autriche, encore très peu industrialisée, va seulement être associée à cette union pour une période limitée à 12 ans et qui laisse toute liberté de manœuvre à la Prusse, fondatrice de l'union douanière. Une partie des Allemands commence au même moment à désirer l'unification allemande sous la seule égide de la monarchie prussienne. La création du Nationalverein en septembre 1859 à Francfort en est le symbole le plus marquant.
donc l'union douanière. Il y a aussi, voilà, là vous voyez l'ensemble des États qui font partie de l'union douanière allemande jusqu'en 1854. Donc en fait, il ne manque que les villes portuaires de Lübeck, Hambourg et Brême qui n'ont jamais fait partie de l'union douanière, et bien sûr aussi la partie germanophone de l'Empire autrichien. En 1860, le gouvernement prussien va saisir la chance d'associer l'union douanière aux avantages commerciaux du libre-échange en s'arrogeant le droit de négocier seul avec la France les termes d'un accord commercial calqué sur le modèle franco-britannique. Ce coup d'État commercial, du point de vue prussien, lui permettrait aussi de redorer son blason auprès des puissances européennes, après avoir été très critiqué pour son attitude ambiguë pendant la guerre de Crimée et la guerre d'indépendance italienne. Le journal britannique The Times épingle l'indécision proverbiale de la Prusse en octobre 1860 en ces termes cinglants. « L'histoire nous apprend comment la Prusse est devenue une puissance de premier rang. On ignore pourquoi elle en est toujours une. Elle est présente au Congrès, mais absente aux batailles. Aucune nation ne la compte parmi ses amis, personne ne la craint comme ennemie. » Fin de citation. Sans consulter les autres États membres de l'Union douanière, le ministre prussien des Affaires étrangères, le baron de Schleinitz, et l'ambassadeur prussien à Paris, le comte Albert de Pourtalès, font connaître au gouvernement français leur décision de négocier un traité de libre-échange en janvier 1860. Napoléon III se montre immédiatement favorable à un tel accord. Si en principe les avantages économiques du libre-échange pour les deux pays voisins ne laissent pas de doute, on est toutefois étonné de la volonté impériale de négocier avec la Prusse seule. Ignore-t-il le danger d'un tel accord qui doit nécessairement renforcer la suprématie économique de la Prusse en Allemagne? Sous-estime-t-il les tensions entre la Prusse et les autres États membres de la Confédération? Tout fait penser que l'empereur agit sous le coup de ses impressions de la récente guerre d'Italie et qui lui en fait craindre les risques d'une éventuelle alliance austro-prussienne dirigée contre la France. Rappelons que sa neutralité dans le conflit sardo-autrichien n'a pas empêché le gouvernement prussien de mobiliser son armée afin de contrer une éventuelle incursion française dans ses provinces rhénanes. Napoléon III a besoin de toute liberté de manœuvre dans ce conflit dont l'issue lui tient tant à cœur. C'est pourquoi il est immédiatement prêt à privilégier la Prusse au détriment de l'Autriche, plutôt que de trouver un accord commercial avec tous les États allemands, y compris l'Empire autrichien. Cette alternative, pourtant bien réelle, aurait définitivement affaibli la position de la Prusse en Allemagne, comme nous le verrons plus loin. Mais l'empereur ne revient pas sur sa décision fatale au moment où le futur roi de Prusse, Guillaume Ier, qui a pris la régence de l'État suite à la maladie cérébrale de son frère aîné Frédéric Guillaume IV en 1858, l'invite au congrès des souverains allemands à Baden-Baden en juin 1860. C'est en ce pays de Bade qu'il va croiser les deux monarques allemands les plus hostiles à l'hégémonie prussienne, le roi Maximilien II de Bavière et le roi Georges V de Hanovre. Le territoire de ce dernier se trouve encerclé par la partie orientale et occidentale de la Prusse, ce qui provoque toutes sortes de conflits politiques et économiques avant d'aboutir pour le roi de Hanovre, que vous voyez sur le tableau de Frédéric Kaulbach derrière moi, à la catastrophe militaire de Sadova en 1866, et qui lui fait perdre non seulement sa couronne, mais il sera aussi la première victime de la Prusse belliciste. Cette annexion s'annonce, à mon avis, comme le prélude à la perte, à l'union, à l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1871. Le manque de clairvoyance de l'empereur face à cet imbroglio austro-prussien peut surprendre. L'invitation du roi de Prusse aux séries de Compiègne à l'automne 1861 est à cet égard le signe le plus éclatant de la faveur impériale, alors que les rois de Bavière et de Hanovre n'y sont même pas conviés. À première vue, on est tenté d'y voir l'expression de la politique traditionnelle de la France vis-à-vis du monde germanophone, qui consiste à maintenir de manière subtile la division qui règne entre les différents États allemands, et notamment entre l'Autriche et la Prusse. Mais si Napoléon III pense réussir à déstabiliser l'équilibre austro-prussien par ce traité de commerce, il s'exagère d'une part le risque réel d'une alliance austro-prussienne dirigée contre la France, et minimise d'autre part les risques autrement réels de la suprématie prussienne en Europe centrale pour les intérêts de sécurité de la France. Rappelons que l'année précédente, la Prusse n'a pas mobilisé son armée pour secourir l'Autriche, en mal sur les champs de bataille italiens, mais pour couper court à toute invasion française en terre allemande. Les provinces rhénanes, que la Prusse avait seulement acquises
lors du congrès de Vienne, compte parmi ses provinces les plus riches et constitue dès lors le fleuron de son industrie nationale. Sa volonté d'en venir à bout de l'Autriche et de la chasser littéralement de l'Allemagne rend d'emblée complètement illusoire tout projet d'alliance entre les deux puissances germaniques. Napoléon III se méprend aussi sur l'attachement de la tierce Allemagne à la maison de Habsbourg. Cet attachement n'est point l'expression d'une loyauté nostalgique datant du Saint-Empire, mais le reflet d'une nécessité politique absolue pour survivre et tenir la Prusse trop envahissante à distance. Malgré une certaine crainte des visées hégémoniques de la France impériale, l'empereur aurait facilement pu s'allier ses souverains, tous unis dans leur aversion contre une Allemagne unifiée sous la férule de la Prusse. Citons ici encore une fois l'exemple du roi Georges V de Hanovre, que vous voyez derrière moi, entouré de sa famille, la reine Marie, née princesse de Saxe-Altenbourg, et ses 3 enfants, Frédéric, Marie et le prince héritier Ernest Auguste. Le roi lui-même, c'est le cousin, juste pour la petite histoire, c'est le cousin de la reine d'Angleterre, la reine Victoria. Il est devenu aveugle à la suite d'un accident dramatique à l'âge de 14 ans. Mais il semble avoir été un discret admirateur de l'empereur des Français, comme en témoignent ses aveux faits au comte Gustave de Rezé, ambassadeur de France à Hanovre depuis 1863. Je regarde l'empereur comme le plus grand souverain de notre époque. Nous devons faire des vœux pour la conservation de l'empereur qui représente si bien à ma pensée la clé de voûte sur laquelle repose l'affermissement de la paix européenne. C'est bien dit. Au moment de l'annexion de son royaume par la Prusse en 1866, le roi de Hanovre se souvient encore de la bonne impression que l'empereur a faite sur lui quelques années auparavant. Il va lui proposer 2 ans plus tard son soutien militaire en cas de conflit avec le nouveau maître de l'Allemagne et créer à cet effet la Légion hanovrienne, accueillie sur les territoires français en 1868, mais dissolue par la volonté du roi en avril 1870, par souci d'économie. L'empereur semble avoir pris conscience de son erreur stratégique, mais seulement après le désastre de Sadova. Ainsi, en 1868, la princesse Mathilde suggère même l'alliance matrimoniale entre la fille aînée du roi Georges et le prince héritier d'Italie. Il semble que l'impératrice Eugénie était plus sensible aux avantages du maintien de l'équilibre austro-prussien établi outre-Rhin par les traités des 1815, quand elle déclare au diplomate Maurice Paléologue en 1905 « Intérieurement, je pense que les traités des 1815, malgré tout ce qu'ils avaient de pénible pour la France, lui offraient du moins un immense avantage, puisqu'ils avaient créé autour d'elle une ceinture de petits États morcelés, disparates, hétérogènes, qui protégeaient sa frontière. » L'empereur autorise toutefois son ministre des Affaires étrangères, Édouard Touvenel, à faire négocier le traité par son commissaire, un certain de Clercq, avec la Prusse. Conformément aux tarifs franco-anglais, ce dernier demande une réduction des tarifs pour les vins et soieries et l'abolition des droits de transit. L'imposition doit se faire d'après la valeur des marchandises et non plus d'après le poids, comme c'est encore l'usage en Allemagne à l'époque. La Prusse craint que la France finisse par submerger le marché allemand de ses produits industriels. À ce premier stade des négociations, déjà, la tierce Allemagne signale son opposition au projet de traité. L'idée d'une union économique dont l'Autriche sera durablement exclue ne peut que mécontenter les souverains de ces principautés dont la survie dépend du maintien de l'équilibre austro-prussien. Citons encore une fois l'exemple du Hanovre, dont le ministre des Relations extérieures, le comte Adolphe de Platen, a été ambassadeur à Paris au début du Second Empire. S'il est certain que la marine marchande du Hanovre, maître des embouchures des grands fleuves de l'Elbe, du Weser et du littoral de la mer du Nord, profiterait du traité de libre-échange avec la France, le ministre du Hanovre, donc le comte de Platen, que vous voyez derrière moi, s'y oppose tout de même fermement afin de faire échouer les projets ambitieux maritime de son voisin prussien qui vient d'acquérir quelques années auparavant un vaste terrain dans le Grand-Duché d'Oldenbourg pour y construire le nouveau port de Wilhelmshaven et qui sera le plus grand port de guerre de l'Allemagne. Donc vous le voyez ici sur cette carte, donc le royaume en jaune, là le royaume de Hanovre, voilà qui est au milieu de la Prusse orientale et occidentale, et ici le Grand-Duché d'Oldenbourg, avec là-bas, dans cette baie, le port de Wilhelmshaven. Voilà. Après maintes péripéties et
Nonobstant l'opposition de la Tierce Allemagne, les deux parties signent le traité de commerce franco-prussien le 29 mars 1862 pour une durée de 12 ans. Les royaumes allemands, alors la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg et le Hanovre, se trouvent devant le fait accompli, la Prusse ne daignant pas partager la direction des affaires économiques de l'Union douanière avec ses États de second ordre. Pendant les prochaines années, la Tierce Allemagne s'oppose donc violemment à la politique autoritaire de la Prusse. Si celle-ci menace à un moment de dissoudre l'union douanière avec les États allemands, le comte Platen annonce à son tour de renouveler une union douanière des États de la Tierce Allemagne sous la direction du Hanovre et se montre immédiatement disposé à y associer l'Empire autrichien. Mais, forte de son traité avec la France et la Belgique, signé en 1863, la Prusse finit finalement par s'imposer grâce à sa puissance économique et politique. Le Hanovre, sans le soutien absolu de la Bavière et autres, doit s'incliner et signe le traité l'année suivante. Les États de l'Allemagne du Sud abandonnent également successivement leur opposition et vont faire pareil en 1865. Alors là, je vais conclure. En s'alliant à la Prusse sur le plan économique, l'empereur néglige les intérêts de sécurité de la France au profit des intérêts économiques et de l'achèvement de l'unité italienne à laquelle il tient tant. Ce choix, que je me permets d'appeler fatal, met toutefois à la Prusse le pied à l'étrier. Il lui permet d'accélérer la réalisation de l'unification allemande par le feu et le sang, comme disait alors le chancelier prussien Bismarck. La bienveillance de Napoléon III envers son voisin prussien en matière de commerce a indubitablement contribué à affermir la suprématie économique de la Prusse en Allemagne. L'empereur devient ainsi inconsciemment le moteur de cette machine infernale qui fait triompher la Prusse du Danemark en 1864, ainsi que de l'Autriche et de la Tierce Allemagne 2 ans plus tard à Sadova. Ce sera le point tournant du régime, comme l'impératrice Eugénie s'en souviendra encore avec amertume 40 ans plus tard. Sadova, c'est la date critique, la date funeste de l'Empire. C'est dans ces mois de juillet et août que s'est fixé notre destin. Je vous remercie.